L'espoir meurt en dernier. Alisher Sharipov. Lettre ouverte au président. 10 avril 2007. Il ne me restait plus qu'une issue. J'ai dit au revoir à la famille et j'ai quitté la maison. Avant de quitter le pays, j'ai écrit une lettre ouverte adressée au président. Cher Islam Abdouganievitch, je, sous-signé colonel A.A. Sharipov, me permets de vous écrire afin de solliciter votre attention aux faits ci-dessous exposés. Je suis au service du ministère de l'Intérieur depuis 1977 et au cours de ma carrière, j'ai occupé plusieurs postes. Pendant la guerre civile au Tadjikistan et la situation de crise en Afghanistan entre 1992 et 1994, j'exerçais les fonctions de chef de police criminelle à la province de Sukhan Daria. C'était sous ma direction que la sécurisation des frontières avec le Tadjikistan et l'Afghanistan ont été mises en place. Les années suivantes, j'ai occupé le poste de chef de groupe spécialisé pour la lutte contre le terrorisme. Après les actes terroristes à Tachkent, de 1999 à 2001, j'ai dirigé l'état-major de la police de Tachkent. De 2001 à novembre 2006, au sein du ministère de l'Intérieur, j'ai exercé les fonctions de chef du département juridique et de communication, ainsi que du département de défense des droits civiques. Ayant constaté des faits de corruption et de vol à grande échelle au sein du ministère de l'Intérieur de la République d'Ouzbékistan, j'ai adressé plusieurs demandes d'enquête au procureur de la République. Nonobstant, mes demandes ont été laissées sans attention. Notamment après les actes terroristes à Tachkent en 1999, vous avez pris la décision d'octroyer une subvention de 6 millions de dollars pour mettre en place un système informatique de surveillance à Tachkent, pour la région et pour la police routière de Tachkent. Au lieu de prendre leur mission au sérieux, les chefs du ministère de l'Intérieur ont utilisé ces fonds pour leur propre enrichissement. La corruption, le sentiment d'impunité ont atteint une telle ampleur parmi les dirigeants du ministère de l'Intérieur que, seulement pour les années 2005-2006, mon département juridique a constaté des vols pour une somme supérieure à 10 milliards de soums. Pourtant, ces constats n'ont pas abouti. En 2005, avant les actes terroristes d'Andijan, j'ai organisé les manœuvres d'entraînement de l'opération Cyclone dans 5 provinces de la République. Les manœuvres ont montré l'incapacité des chefs des commissariats sur place de repousser les attaques terroristes. Nos propositions n'ont pas été prises en compte, ce qui s'est soldé par des actes terroristes à Andijan. En ce qui concerne les matériaux des enquêtes préliminaires sur les vols au sein de la rédaction du journal En Poste, les coupables ainsi que les motifs des crimes sont détaillés dans mes demandes d'enquête. Notamment, je considère en tant que coupable principal l'ancien rédacteur en chef, Z.I. Ataïev, le frère de M.I. Ataïev, le secrétaire du Conseil de sécurité, qui a mené la rédaction à la faillite. Je nomme également les anciens rédacteurs C.H. Mouradov et A.T. Ernazarov et le ministre K.H.S. Ibragimov, qui ont volé dans le budget durant des années de suite. En se vengeant de ces révélations, la procurature essaye de lancer des poursuites contre moi pour complicité. Mais puisque la rédaction était une organisation, les rédacteurs portent la responsabilité personnelle pour les vols commis dans la rédaction, et je ne pourrais être incriminé en tant que chef d'un service différent. Les chefs d'accusation utilisés contre moi utilisent des documents et des témoignages falsifiés, ce qui a été démontré lors de l'enquête. Je vous sollicite, Monsieur le Président, par le biais des médias indépendants, car mes demandes d'enquête précédentes ne vous sont pas parvenues, et je ne crois pas à l'objectivité des agents de la procurature où travaille le frère du ministre, K.H.S. Ibragimov.
le coupable principal des vols au sein même du ministère de l'Intérieur. J'ai fait mon service dans une structure dont la mission est de révéler des violations des lois et de défendre les droits des citoyens. Or maintenant, mes propres droits de citoyen sont violés. Ma requête au tribunal au sujet de la falsification des matériaux d'enquête n'a pas été acceptée et toutes les demandes d'enquête ont été ignorées. On en vient à croire que la procurature n'agit que dans le but de m'accuser coûte que coûte, et même au prix d'une falsification et de faux témoignages. Respectueuse salutation. Alisher Sharipov. Chapitre 1. Une chance sur 1 million. Le jour commençait à peine à se lever quand j'ai quitté la maison. J'avais discuté avec ma femme toute la nuit. Une voix dans ma tête me poussait à partir. J'ai agi mécaniquement. J'ai emmené mon frère avec moi parce que j'avais peur qu'il puisse m'arrêter sur le chemin, auquel cas il aurait pu avertir ma famille. À pied, tous les deux, nous avons passé le poste de contrôle vers le Kazakhstan. Là-bas, j'ai pris un bus jusqu'à la ville de Chimkent. C'était le moment de nous dire adieu. Je suis monté à bord d'un avion et me suis envolé pour la ville d'Alma-Ata. Au fond de mon cœur, je me sentais très mal. Une poursuite pénale était ouverte contre moi, et si j'étais resté à la maison, j'aurais pu être pris et torturé. Il est peu probable que j'y aurais survécu. Le président du service de sécurité nationale, Inoyatov, aurait très certainement assouvi son désir de vengeance qu'il nourrissait depuis 1993, lorsque j'avais informé le président Karimov des crimes qu'il avait commis avec le transport des stupéfiants destinés à l'Europe et à la Russie. Malgré les 12 années passées, le pouvoir de l'autorité du SSN était sans limite. Il pouvait donner des instructions au procureur, au juge, et tout simplement émettre l'ordre de me tuer en prison. Il est évident qu'après mon départ, ils allaient se mettre à me chercher partout. Dans les pays de l'ex-Union soviétique, je n'étais pas en sécurité. Il y avait des contacts qui pouvaient me retrouver et me tuer, où que je sois. Mais je ne pouvais pas aller ailleurs, en dehors de l'ex-Union soviétique, puisque je n'avais même pas de visa de sortie sur mon passeport. Je ne savais pas quoi faire. À 57 ans, malade, j'étais contraint de quitter ma famille et de fuir vers l'inconnu. Les 3000 $ que j'avais en poche étaient tout ce qu'on avait à la maison le jour de mon départ. Jusqu'à quand cela me suffirait-il ? Qu'arriverait-il ensuite ? J'étais tellement désespéré et perdu. N'importe qui aurait pu me tuer dans la rue, me dépouiller de mon argent. En fait, je m'attendais au pire. J'avais dit au revoir à ma famille sans même savoir si je la reverrais un jour. C'est ainsi que débutait une nouvelle étape de ma vie, probablement la plus difficile. Continuez, racontez, Dada. Mais c'est Amira, sa femme, qui prend la parole. Avant que votre père ne continue, j'aimerais aussi raconter les événements de mon côté. Nous vous écoutons, Aya. Je me retrouvais sans mari, puisqu'il avait dû nous quitter. J'étais dans un état de choc. Je ne savais plus quoi faire ni comment vivre. La lettre qu'il avait adressée au président avait eu l'effet d'une bombe. Le président était enragé. On m'a raconté qu'il avait convoqué le ministre de l'Intérieur et s'était déchaîné sur lui en criant « Comment a-t-il osé publier cette lettre sur Internet ? Retrouvez-le et arrêtez-le illico !» Le jour même, un inspecteur accompagné de plusieurs agents a débarqué chez nous. Ils ont fouillé la maison, infligé un interrogatoire interminable à moi et aux enfants. Ils s'énervaient et exigeaient qu'on leur dise où se trouvait Alisher. Après cela,
Amin, notre fils aîné, a été licencié. Son frère Olim, avocat, a perdu son poste lui aussi. Le cadet Akmal a été exclu de l'équipe nationale de tennis, ce qui a mis fin à sa carrière de sportif. Jour et nuit, des agents des forces de l'ordre faisaient le guet aux abords de notre maison. Ils devaient croire qu'Alisher allait craquer et rentrer en cachette. Notre vie était devenue un cauchemar. Parfois, en plein milieu de la nuit, il faisait irruption chez nous et retournait toutes les pièces dans l'espoir de le retrouver. Réveillés, les enfants pleuraient de peur. Amin avait 26 ans à l'époque. La perte de son travail le rendait inquiet. Parfois, la nuit, je le voyais se lever et rôder dans la cour, vérifier tous les coins et monter la garde. Sa femme, Oumila, attendait alors un enfant. Elle n'arrivait pas à dormir, angoissée, et venait la nuit dans ma chambre. Je leur disais à tous les deux de se calmer, de se reprendre en main et de se soutenir mutuellement. On n'avait plus d'argent. En partant, mon mari avait pris tout ce qu'on avait, 3 000 $ environ. J'ai dû vendre mes affaires, mes bijoux pour qu'on puisse se nourrir. Puis ce fut notre voiture. On s'est retrouvés dans un vide. Nos connaissances, la famille, tous avaient peur de venir chez nous. Il n'y avait personne sur qui compter. Il fallait aussi que je m'occupe de ma mère, Nazira, dont la santé se détériorait et qui n'arrivait plus à subvenir à ses besoins. Elle ne pouvait même pas aller seule aux toilettes et s'excusait de son infirmité. « Ne m'en veuillez pas, ma fille, j'ai fait pipi dans ma culotte. » C'est aussi le temps pour les cadettes, Fatima et Zoukra, ainsi que pour ma nièce, Sevinch, de passer leurs épreuves d'entrée à l'université. Je leur disais de garder leur calme et de se préparer aux examens. L'aînée, Firouza, occupait un poste de comptable chez Nestlé. Elle avait réussi un concours et a gagné une bourse en dollars, l'équivalent de 80 000 roubles, pour 5 années d'études à distance dans une école de commerce britannique située à Moscou. Pour elle, qui travaillait dans la journée et étudiait le soir, c'était dur. Je l'aidais en gardant son enfant qui avait alors 4 ans. Plusieurs fois par an, elle se rendait à Moscou pour passer des examens. Je l'accompagnais dans ses voyages car j'avais peur de la laisser partir seule. Dans l'avion, on apercevait des agents des services secrets qui ne nous lâchaient pas d'une semelle. Ils pensaient que mon mari se cachait à Moscou et espéraient l'intercepter. C'est dans ces périodes difficiles qu'on découvre la véritable nature des gens. Une fois, un de nos amis proches est venu nous voir à la maison et m'a demandé où se trouvait Alisher. Il m'incitait à appeler mon mari pour le persuader de se rendre. Ce soi-disant ami disait qu'Alisher passerait quelque temps en prison et que ses amis puissants l'aideraient certainement à être libéré rapidement. Mais je savais, moi, que si mon mari se rendait à la justice, on l'incarcérerait à perpétuité et on l'assassinerait probablement en prison. Alors, j'ai répondu « Écoute, tu sais très bien qu'Alisher est innocent et qu'il n'accepterait jamais de se reconnaître coupable. Je ne sais pas où il est. Et même si je le savais, je ne lui demanderais jamais de rentrer. Ne viens plus me voir avec de pareilles suggestions. » Des jours, des mois passèrent ainsi. Dans la journée, je cachais ma peine et la nuit, j'étouffais mes pleurs dans l'oreiller. Zamira a raconté tout cela d'une voix calme et douce, mais où vibrait encore le souvenir des émotions si fortes de ces terribles mois. Alisher ne fera pas de commentaires. Ce n'est pas nécessaire. Ils se connaissent si bien. Il raffermit sa voix et poursuit. À Alma-Ata, j'ai retrouvé le neveu du cousin Rachan. Je suis resté chez lui pendant plusieurs jours. Je me rendais compte que je ne pourrais pas y demeurer très longtemps. Lui aussi était gêné, car il connaissait ma situation et les raisons de mon départ d'Ouzbékistan.
Il me conseillait d'aller en Russie. C'est très grand la Russie, tu pourrais t'y cacher et y vivre. Des années. Mais je savais qu'il me chercherait en Russie. C'est pourquoi j'ai pris l'avion pour l'Ukraine, plus précisément Kiev. À Tachkent, la lettre ouverte que j'avais faite avant de quitter le pays avait fait l'effet d'une bombe. Elle était arrivée à son destinataire, le président qui était furieux. Le vice-ministre des Finances, Ibragimov, a été arrêté. Un audit a été réalisé contre lui et il a dû rembourser à l'État plus d'1 million de dollars. Le chef du SSN, Inoyatov, a donné des instructions pour me retrouver à tout prix. Plusieurs groupes ont été envoyés à ma recherche à Moscou. Une équipe chargée de l'enquête du parquet des agents du SSN a fait une descente chez moi, en Ouzbékistan. Ils ont fouillé la maison et le jardin, ont interrogé femmes et enfants sur les circonstances, les raisons et la destination de mon départ, ont établi une surveillance 24 heures sur 24. Mon frère Olim a été renvoyé du barreau, uniquement parce qu'il était mon avocat et qu'il était chargé de mon dossier. Dans une affaire de détournement à la rédaction du journal En Poste, 8 personnes dont j'avais prouvé la culpabilité avaient été arrêtées au bout de quelques mois et condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement. Mais dans le même temps, une polémique s'était développée sur Internet. Beaucoup d'internautes remettant en question l'objectivité de l'enquête. Moi, j'étais arrivé à Kiev. À l'aéroport, au bureau des douanes, on m'a demandé pourquoi je venais en Ukraine. J'ai répondu que j'étais venu me faire soigner, faire une cure à Truskavets. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Je ne pouvais pas dire que je venais me cacher. En réalité, je l'ignorais moi-même. Pourquoi étais-je venu ici? Chez qui allais-je demeurer? Quel espoir me restait-il à mon âge? Je perdais tout, ma famille, mes amis, ma place dans la société, mon pays, et je me retrouvais complètement seul. Même à mon pire ennemi, je n'aurais pas souhaité cela. S'il m'arrivait quelque chose ici, dans un pays étranger, si quelqu'un m'attaquait, les miens ne le sauraient même pas. Je mourrais comme une sorte de vagabond qui n'a plus personne. De plus, probablement à cause de tout ce stress, mon cœur se mettait à me faire mal. Après réflexion, j'ai finalement décidé d'aller à Truskavets, faire une cure. Ainsi, naïvement, j'espérais que les choses allaient s'arranger toutes seules, d'une manière ou d'une autre, comme par magie. Si seulement j'avais su, à ce moment-là, combien de pièges, combien d'obstacles j'allais devoir contourner, quel long chemin j'allais devoir encore parcourir, seul. À Truskavets, je me suis arrêté à l'hôtel, le Mineur. J'ai pris une chambre simple et une cure de 24 jours. Pendant la journée, je profitais de bains, de séances de massage. Et le soir, je hurlais littéralement le mal du pays, serrant mon cœur jusqu'au lever du jour. J'aurais eu besoin de parler à quelqu'un de ce qui s'était passé pour me sentir mieux. Mais je ne pouvais me permettre de me confier à personne. Je ne pouvais pas non plus appeler chez moi, car je ne savais pas ce qui se passait là-bas. Après un certain temps, j'ai fait la connaissance de 2 familles. L'une était de la ville de Vladimir. Le mari travaillait dans le service des impôts. Quant à l'autre, les Karimov, le mari était dans le système d'éducation publique de Transnistrie, une petite république reconnue par personne. La cure a pris fin, je ne savais pas quoi faire pour la suite. Alors j'ai pris une décision risquée, raconter mon histoire et tout ce qui s'était passé aux Karimov. Ils se sont renseignés de leur côté et m'ont donné une adresse à Kiev où trouver un appartement à louer peu cher. À Kiev, je pourrais me tourner vers l'ONU pour exposer ma situation et demander une protection. J'ai pris mon petit sac et je suis parti en me traînant vers la gare. Quand je me suis retourné,
J'ai aperçu les regards emplis de pitié et de compassion non dissimulée. Le train a roulé toute la nuit. Allongé sur ma couchette, les pensées tourmentaient mon esprit, ne me laissaient pas dormir. Je réfléchissais à ce que je devais faire à Kiev. J'avais l'impression d'être comme cette plante du désert qu'on appelle les épines de chameau, qui roule et virevolte, roule sur le sol au gré du vent. Telle cette plante, j'étais arraché à mes racines, à mon pays, et roulé par le vent, par le destin d'une ville à l'autre. Au matin, je suis arrivé à Kiev. J'ai trouvé à l'adresse indiquée l'appartement où vivaient les connaissances des Karimov. Une femme de mon âge m'a ouvert la porte. Elle était dodue, vêtue d'une robe sale. Attends, excuse-moi. Elle était dodue, vêtue d'une robe sale, une cigarette entre les dents, des jambes gonflées recouvertes de veines mousseuses. Je lui ai demandé de rester vivre pendant quelque temps chez elle. Elle a dit simplement « D'accord ». Son appartement de 2 pièces était extrêmement négligé. Elle y habitait avec son neveu d'une dizaine d'années, un orphelin qui touchait une aide de l'État avec laquelle il vivait, ou plutôt survivait, car la pension était maigre. Elle m'a donné la chambre et s'est installée dans le salon avec son neveu. Vraiment, tout était si crasseux qu'à 57 ans, je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. À cause de la saleté, il y avait une puanteur insupportable qui me donnait envie de vomir. De plus, elle avait un chat à poils longs et le duvet de sa fourrure se retrouvait partout, même dans la nourriture. Le matin, au réveil, je regardais attentivement où je marchais, craignant les excréments du chat. La baignoire de la salle de bain était blanc terne, presque grisâtre. La serviette était si vieille qu'on ne pouvait identifier sa couleur. Tamara était le nom de l'hôtesse. Elle fumait constamment. Je n'ai rien contre les fumeuses, mais moi-même, je n'ai jamais fumé. Et depuis toujours, je ne supporte pas l'odeur de fumée de cigarette. Alors que là, l'air était saturé de fumée, mélangé à des poils de chat. Un désastre total. La cuisine était très petite. Néanmoins, elle y suspendait le linge, le secouant devant moi quand je mangeais. Une seule consolation, elle était de nature joyeuse. En me parlant tout le temps de choses et d'autres, elle me distrayait. Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, vous comprendrez que j'essayais de quitter l'appartement tôt le matin. J'errais dans la ville jusqu'à une heure tardive où je mangeais uniquement dehors. Sur le chemin du retour, j'achetais des produits alimentaires. Je donnais $150 de loyer mensuel. Peu après mon arrivée à Kiev, j'ai eu l'idée de partir en Turquie. Un beau pays, pas cher, à la culture similaire à celle de mes origines. Pourquoi pas? Alors, j'ai demandé à mon hôtesse de me trouver une agence de voyage. Au final, cela n'a pas fonctionné car je n'avais pas de visa. L'Ouzbékistan est le seul pays au monde avec la République populaire démocratique de Corée à avoir un visa spécifique. Or, ce n'était pas possible. Plusieurs de mes neveux vivaient alors en Suède. Ce pays représentait une possibilité de ne pas être seul. Je me suis rendu à l'ambassade. Par naïveté, je pensais que si j'expliquais ma situation, on me donnerait un visa. À la réception, la femme de l'accueil a souri. Ça ne fonctionne pas comme ça. Elle m'a expliqué que je devais me rendre au bureau des Nations Unies pour les réfugiés et m'a donné une adresse. Là-bas, on m'en a donné une autre, celle du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. J'ai été reçu par un jeune homme de nationalité irakienne.
Il a consulté mes documents avec incrédulité et il a dit qu'il fallait prouver tout ce que j'exposais. Par exemple, donner des preuves d'envoi de mes requêtes et mes objections aux autorités supérieures. J'ai fourni des copies de reçus de mes lettres recommandées et d'autres preuves. Ensuite, il m'a donné l'adresse de leur bureau juridique. Là, un assistant s'est chargé de remplir mon dossier de demande de protection. Il venait d'Irak. Lors de nos nombreux rendez-vous, nous avons longuement parlé pour qu'il puisse élucider chaque détail. Il m'a montré un livre de Muhammad Soli, le chef du parti d'opposition ouzbek, ERK, où il décrit des tentatives d'assassinat le visant sur ordre du président. J'étais au courant de ces faits. Soudain, le jeune assistant, après un silence, s'est tourné vers moi et a déclaré « Je n'aimerais pas vivre dans un pays comme l'Ouzbékistan ». J'étais fortement surpris. Cette phrase était prononcée par un ressortissant d'Irak, où une guerre brutale faisait rage, où des centaines de milliers de personnes mouraient. Cela signifiait que notre pays avait une si mauvaise réputation dans le monde que, pour lui, même l'Irak semblait préférable à l'Ouzbékistan. Et maintenant, je ne peux m'empêcher de repenser à l'histoire de Muhammad et de Khaïtov. Ce n'est pas directement la mienne, mais j'aimerais que vous preniez le temps de l'entendre aussi. C'est important pour moi. Khaïtov était mon ami. J'ai été au courant de cette tentative d'assassinat de Muhammad Soli par Interpol, car le président a ordonné cet assassinat à Inoyatov, qui à son tour l'avait ordonné au directeur d'Interpol, Mahmoud Khaïtov. Après l'échec de la tentative d'assassinat de Mohamed Soli, Khaïtov a été puni. D'abord, il a été déclassé à un poste inférieur. Ensuite, on l'a viré en l'envoyant soi-disant à la retraite anticipée, et il a été déclaré persona non grata. Ça a été un choc énorme pour lui. Ça ne s'est pas limité à ça. Peu de temps après son licenciement, il est mort. On a prétendu qu'il avait des problèmes de cœur. J'ai entendu dire que, alors qu'il nageait dans la piscine avec ses amis, il s'est soudainement tenu le cœur, a haleté et est mort. Je n'y crois pas du tout. Je l'avais vu quelques jours avant, lors d'une fête de mariage. Il avait l'air très en forme, répondait qu'il allait très bien. Jugez par vous-même. Jugez par vous-même. Mais à mon avis, il a simplement été tué par Inoyatov. Car, vivant, il représentait un danger et pouvait compromettre sa place. Et cela va de soi, celle du président. Aux funérailles, j'ai vu son père le cœur brisé. J'ai eu l'impression qu'il savait que ce n'était pas un accident, car il s'est tenu à l'écart des officiers, qui étaient venus lui exprimer leurs condoléances. Inoyatov a beaucoup de sang sur les mains. Il a organisé des tortures, des meurtres dans les colonies, cherché et tué ses ennemis en fuite dans d'autres pays. Ses agents ont pénétré tous les secteurs de l'Ouzbékistan. Pour arriver à ses fins, il a utilisé dans son propre intérêt le caractère suspicieux du président Karimov. Lui et ses adjoints ont fait des milliards de dollars par des moyens criminels, en transformant l'Ouzbékistan en l'un des pays les plus oppressifs du monde. Un jour, j'ai vu sur YouTube une vidéo dénonçant certaines affaires de corruption de l'État. On ne voit pas le visage de la personne qui raconte. Mais je sais que c'est lui, Mahmoud Khaïtov. J'ai tout de suite reconnu sa voix. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ma rencontre avec le jeune assistant de l'UNHCR qui s'occupait de mon dossier, lorsqu'il a pu me dire « À présent, il est complet, il va être envoyé en Suède », sans préciser à quel service, car c'était confidentiel. Il a ajouté qu'il ne savait pas combien de mois, voire d'années, cela prendrait avant de recevoir la réponse à son étude. Il m'a aussi mis en garde.
me rappelant de faire attention à moi pendant ce temps, étant donné que je n'avais aucun statut quelconque. Dans le cas d'une capture ou d'une arrestation par l'État ouzbek, le HCR ne pourrait pas assurer ma protection. Pour cette raison, il m'a proposé de solliciter l'asile de l'Ukraine, m'expliquant que cela prendrait moins de temps et que, de plus, la réponse avait davantage de chances d'être positive. Je lui ai demandé sur quelle base il me suggérait de faire la demande. Je savais que les dirigeants ukrainiens entretenaient de très bonnes relations avec les pays de la CEI, dont la Russie et l'Ouzbékistan. Si je faisais cette démarche auprès de l'Ukraine, l'Ouzbékistan serait tout de suite informé que je me cachais ici. Je serais immédiatement arrêté ou tué. Je lui fis donc la remarque. Aujourd'hui, je suis plus ou moins en sécurité car, pour l'instant, l'Ouzbékistan n'est pas au courant que je me planque ici. Il est tombé d'accord avec moi et a transmis mon dossier en Suède. Il me restait juste à attendre la réponse. 1 mois encore est passé. Je commençais à être à sec au niveau argent et à me serrer la ceinture. La vie, transport et nourriture, plus l'hébergement à Kiev, cela devenait cher pour moi. D'autant plus que vivre dans cet appartement rempli de saleté m'était insupportable. Les 2 filles de Tamara et ses gendres lui rendaient souvent visite. Ils passaient la soirée à boire et à parler fort, et le plus souvent jusqu'au matin. Toute cette crasse, cette ivresse, c'était impossible. Je devais en urgence trouver une issue. En réfléchissant à des solutions, je me suis souvenu de mes connaissances, la famille Karimov qui vivait en Transnistrie. La Transnistrie est un pays qui n'existe pas. Cela fait 20 ans qu'elle a déclaré son indépendance de la Moldavie. Mais personne ne la reconnaît comme un État, à l'exception de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Le pays a sa propre monnaie, son propre parlement, son propre président et ses frontières sont très bien gardées. Il n'est pas si facile de les franchir. La mentalité des Transnistriens est proche de celle des Russes. On dit même qu'ils se sentent plus Russes que les Russes eux-mêmes. Le visa touristique ne dure que 3 jours. La capitale, Tiraspol, n'est pas une ville pauvre. Il y a beaucoup de banques et de magasins, quelques restaurants et un réseau Internet. Sa principale caractéristique, comme le reste du pays, ce sont les chars d'assaut et les copies exactes de réacteurs russes qui sont partout, dans les parcs, des fontaines, les étangs et les terrains de jeu. Dans les rues, on croise les militaires au lieu des policiers. Partout, on peut voir des monuments de Lénine, le symbole de la faucille et le marteau, ou encore des écrits sur tous les murs glorifiant la Russie. Et toujours la même phrase en russe. Notre force est dans l'unité avec la Russie. Jusqu'en 1990, la Transnistrie était la partie orientale de la Moldavie. En 1992, les colons russes de la Transnistrie ont déclaré unilatéralement leur indépendance de la Moldavie. Ils ont décidé de la défendre avec dans leurs mains des armes fournies par le régime russe. Depuis ce temps-là, les unités de l'armée russe sont positionnées à la frontière. On a le sentiment qu'à partir de ce moment, tous les pays du monde ont changé, évolué, à part la Transnistrie qui est restée figée en 1992. Pour ma part, la Transnistrie avait beaucoup d'avantages. Il est l'un des 2 États au monde qui n'a pas de reconnaissance internationale. De ce fait, il n'a aucun autre lien avec d'autres États, et personne ne le sollicite pour rechercher qui que ce soit. Cela me convenait parfaitement, vu que je devais me préparer à attendre longtemps la décision sur mon sort. Je savais que je pourrais y être en relative sécurité pour attendre. De plus, la vie y est moins chère qu'à Kiev. J'y ai pensé toute une nuit, et au matin, ma décision était prise.
J'ai appelé mes connaissances et leur ai demandé s'ils pouvaient me faire une invitation pour que je sollicite un visa et aussi m'aider à trouver un logement bon marché. Ils ont promis de m'aider. Pour le visa, ils m'ont expliqué qu'il fallait venir à la frontière de la Transnistrie où ils allaient me rejoindre. Car c'est là qu'il faut faire des papiers de visa d'invitation, ce qui est facile et rapide. Certes, le loyer serait le même qu'à Kiev, mais pour un peu plus de confort. J'allais être tout seul dans mon studio, tout propre. L'argent pour les courses et ce que je donnais à Tamara, je pourrais maintenant l'utiliser pour moi. Je n'aurais plus de frais exorbitants pour manger à l'extérieur, ni les frais de transport. C'était assez loin ma destination, 600 kilomètres. J'ai pris un bus qui a roulé toute la nuit. Les routes de Transnistrie étant dégradées, voire inexistantes, on avance péniblement et lentement. J'avais trop peur. En route, dans un pays tel que la Transnistrie, hors de toutes les lois et protections du monde normal. Je me souviens que, au cours de la nuit, le bus a été arrêté 2 fois par les militaires. D'abord les Ukrainiens, quand nous étions encore en territoire ukrainien, puis en Transnistrie par les militaires russes. Ils sont montés dans le bus, nous ont réveillés et ont soigneusement vérifié nos papiers. Il faut dire que mon passeport ouzbek était suspicieux. Ils l'ont pris et se sont immédiatement dirigés vers le bureau. Après un long moment, je les ai vus revenir et ils me l'ont rendu. Je pense qu'ils voulaient vérifier sur l'ordinateur. Pendant tout ce temps, je devais attendre, le cœur serré, me demandant s'ils allaient m'arrêter. Je ne suis pas capable de décrire ce sentiment, le degré de stress et de peur. Je suis arrivé tôt le matin à la gare Terminus. J'ai été accueilli par la famille Karimov qui m'attendait juste à côté de l'arrêt de mon bus. Après Kiev, Tiraspol me paraissait être une petite ville tranquille. Il y avait peu de passants. J'avais l'impression que tout le monde se connaissait. Il m'avait trouvé un studio en centre-ville, au 2e étage d'un immeuble neuf. Bien que n'ayant pas été rénové depuis longtemps, il était propre et simple, modestement meublé, juste l'essentiel. Malgré cela, comparé au logement de Tamara, il m'apparaissait comme un coin de paradis. Et surtout, il n'était que pour moi. C'était la chose la plus importante. Tout cela grâce aux Karimov. Je leur ai été infiniment reconnaissant pour ce refuge où j'ai demeuré pendant près de 2 ans. Les premiers jours après mon arrivée, je suis resté terré sans sortir. Après tout le stress que je venais de vivre, j'avais besoin de me retrouver seul pour me ressourcer. J'ai beaucoup dormi. Avoir mon intimité dans une ville calme et sans bruit me faisait du bien. Malgré tout, l'inquiétude et la peur de tout et de tout le monde se rappelaient à mon cerveau. Quand je me suis décidé à sortir, j'essayais de ne pas attirer l'attention des gens, et surtout celle des militaires. Il ne fallait pas que l'on vérifie mes papiers. Après les soupçons qu'avait suscité mon passeport au passage de la frontière, je me faisais discret au maximum. Au bout de plusieurs jours, je me suis promené dans la ville. On pouvait littéralement faire le tour à pied en une journée. J'ai découvert le marché, où j'achetais des produits frais, le strict minimum pour la maison. Pour tuer le temps, je cuisinais pour déjeuner. Il m'arrivait parfois d'inviter les Karimov et quelques autres amis qu'ils m'avaient présentés. Par ailleurs, j'appelais régulièrement le Bureau des Nations Unies pour savoir s'il y avait des nouvelles concernant ma demande de protection. Ainsi, 1 mois s'est écoulé. Je me suis mis à l'anglais et à l'informatique. Cela me serait vraiment nécessaire si on me trouvait un pays d'asile, quel qu'il soit. Et puis quelques mois plus tard, une réponse est arrivée de la Suède, négative. Je ne sais pas pourquoi,
Peut-être parce que j'y avais des parents. L'indiquer dans mon dossier était probablement une erreur, alors que je pensais que cela pouvait être une explication à ma demande pour ce pays. Psychologiquement, le choc était violent. Cela a duré des semaines, peut-être des mois, je ne me souviens plus. C'est comme ça, quand on reçoit un choc tellement intense, le cerveau se déconnecte pour se protéger, pour ne pas craquer. Petit à petit, on revient à la raison. Je me suis rassuré. La prochaine fois, la réponse sera positive. Entre autres, de temps en temps, par l'intermédiaire de mes connaissances, j'envoyais des requêtes au président de la République, espérant que tout de même, la justice finirait par être rendue. Ne jamais désespérer, n'est-ce pas, Dada? Vous nous l'avez si souvent répété. C'est ça. Malgré tout, j'espérais encore que la justice finirait par m'être rendue. Comme on dit, l'espoir meurt en dernier.